Célèbre pour être le cowboy ultime, John Wayne s'est fait un nom en mettant en scène des personnages héroïques qui incarnaient les idéaux du vieil Ouest, les valeurs traditionnelles, l'honneur et une version romancée de ces choses. Il a présenté l'Ouest américain sous un jour positif, où les héros sortaient toujours vainqueurs, où les pionniers étaient héroïques et où la morale pure était vitale. À l'inverse, Clint Eastwood est apparu dans les années 1960 avec une nouvelle vision de l'Ouest, qui remettait en question les clichés souvent acceptés dans les films de John Wayne. Les westerns spaghetti de Sergio Leone et les autres films d'Eastwood dépeignent un western plus sombre et moralement plus gris. 16 protagonistes, comme le type anonyme, sont souvent des anti-héros réticents à s'exprimer et ouvertement violents. Plutôt que d'accorder de l'importance à l'honneur, les protagonistes des films d'Eastwood donnaient la priorité à la survie dans l'Ouest brutal et sans pitié. Ils étaient tous deux célèbres pour leur rôle dans des westerns à Hollywood, mais leur talent d'acteur et leur personnalité n'auraient pas pu être plus différents. La plupart des rôles de Clint Eastwood le présentent comme un individu mélancolique et reclus. La plupart du temps, ces personnages sont des solitaires passionnés. À l'inverse, John Wayne était célèbre pour ses protagonistes héroïques qui s'efforçaient de faire ce qui était juste. Prévenir la violence et surmonter les problèmes étaient des thèmes communs à ces personnages. Leurs films étaient radicalement différents en termes de style, malgré le fait que les deux acteurs étaient des stars de l'Ouest. Eastwood et Wayne avaient l'habitude de critiquer leurs films respectifs. John Wayne était particulièrement peu impressionné par les films d'Eastwood. Les deux acteurs étaient également très différents en ce qui concerne leurs relations interpersonnelles. Clint Eastwood était un démocrate qui s'est présenté à la mairie de Carmel, en Californie, en 1986, alors que John Wayne était un républicain convaincu. Nous allons examiner la carrière d'acteur de ces deux personnalités, emblématiques, et tenter de comprendre pourquoi ils étaient réticents à collaborer à un film. Marion Robert Morrison, plus connu sous le nom de John Wayne, est né dans l'Iowa, mais sa famille a émigré en Californie pour que son père puisse profiter du beau temps. Wayne avait l'intention de jouer au football et d'étudier le droit à l'USC. Lorsqu'il s'est fracturé la clavicule en faisant du bodyboard, il a mis fin à sa carrière de footballeur. Il a pu s'en sortir comme accessoiriste et figurant grâce à un entraîneur de football de l'USC. Il fait des apparitions dans les premiers films de John Ford et attire l'attention de la légende du cinéma muet Tom Mix. À 18 ans, Wayne entame une carrière cinématographique qui durera 50 ans. Dans les années 1930, il obtient le rôle principal dans The Big Trail en raison de ses qualités athlétiques et de sa stature imposante, qui plaisent au réalisateur Raoul Walsh. C'est dans ce film que Wayne fait ses débuts. C'est lors de la rencontre entre Walsh et Winfield Sheehan, directeur des studios Fox, que le nom de John Wayne a été choisi. Il s'agit d'un nom simple et puissant qu'il pense que l'acteur doit porter. Avec un budget d'environ 2 millions de dollars, The Big Trail est un film pionnier. Malgré son échec financier, il est devenu un classique grâce aux nouvelles normes qu'il a établies pour les westerns. C'est également dans ce film que John Wayne a joué son premier rôle dans un western. Au cours des 10 années suivantes, Wayne a fait plusieurs apparitions dans des westerns à petit budget, souvent appelés horse opera ou Poverty Row westerns. Il a déclaré avoir joué dans plus de 80 de ses films. Le rôle qu'il a joué avec Claire Trevor dans Stagecoach l'a propulsé au rang de vedette internationale. Non seulement le film a connu un succès retentissant, mais il s'est également distingué en étant l'un des premiers grands films américains sortis en 1939. Les critiques ont été enthousiasmés par les excellentes normes de production de The Big Trail, tandis que les comptables se sont réjouis du grand succès financier du film. La société avec laquelle John Wayne a signé, Republic Pictures, s'est opposée à sa conscription et l'a reporté à plusieurs reprises. Wayne a ensuite déploré son incapacité à servir dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était leur seule grande star, et ils dépendaient donc beaucoup de lui. Wayne n'a pas servi dans l'armée, mais plutôt comme agent secret pour ce qui était alors l'Office of Strategic Services et qui est aujourd'hui connu sous le nom de CIA. Dans le Pacifique Sud, il a visité des avant-postes américains en effectuant des vols de reconnaissance. Dans les interviews,
Wayne a souvent cité son patriotisme intense comme le résultat de ses remords de ne pas avoir pu servir pendant la guerre. Wayne était plus exigeant quant au rôle qu'il jouait après la Seconde Guerre mondiale, les choisissant souvent pour des raisons patriotiques ou éthiques. Par exemple, il estimait que All the King's Men donnait une image injuste des Américains, et il a donc refusé de jouer un rôle important dans le film. En raison de sa mauvaise rencontre avec Harry Cohn, président de Columbia Pictures, il a refusé un rôle dans The Gunfighter, qui a finalement été attribué à Gregory Peck. Au cours des 20 années suivantes, John Wayne a collaboré avec John Ford sur plus de 20 films. Beaucoup de gens ont trouvé que Wayne avait fait une grande performance dans The Searchers. Bien qu'il ait été nommé pour le prix du meilleur acteur lors des cérémonies des Oscars de 1949 et de 1969, respectivement pour Les Sables d'Iwo Jima et The Alamo, Wayne n'a jamais été récompensé malgré ses réalisations. Bien qu'il ait pris de l'âge et que l'industrie cinématographique ait changé, la carrière de John Wayne a décollé avec True Grit, 1969, qui lui a valu son seul Oscar du meilleur acteur. Au début des années 1970, John Wayne continue d'être un acteur majeur à Hollywood, jouant des rôles qui font honneur à sa réputation déjà bien établie. Renouant avec une relation fructueuse nouée au début de sa carrière, il apparaît dans le western Rio Lobo, 1970, de Howard Hawks. Malgré des critiques peu élogieuses par rapport à ses précédents films, le film consolide la position de Wayne en tant que pionnier du genre. Après avoir quitté ses mains habituelles, Wayne a joué dans The Cowboys. En 1972, le rôle d'un éleveur qui accompagne une bande d'adolescents lors d'une expédition de bétail. Ce film à succès, réalisé par Mark Rydell, démontre la polyvalence de Wayne en lui permettant de jouer des rôles plus nuancés tout en conservant son personnage emblématique de western. La performance a été bien accueillie, bien que l'énergie physique de Wayne ait clairement décliné. Un autre exemple de la popularité durable de Wayne dans les westerns est son apparition en 1973 dans The Train Robbers de Burt Kennedy. Même s'il n'a pas reçu les éloges de la critique que Wayne avait reçus pour ses précédents westerns, le film constitue néanmoins un bon ajout à son vaste répertoire. Le drame policier MCQ de 1974, dans lequel Wayne incarne un détective à Seattle, est l'une de ses principales performances à cette époque. Sa flexibilité et son désir d'explorer d'autres genres sont pleinement mis en évidence dans ce film, qui représente un changement par rapport à ses interprétations habituelles de westerns. MTQ a démontré la polyvalence de Wayne et son pouvoir de star durable, et a connu un certain succès. Le western The Shootist, 1976 de Don Siegel, fut le dernier film de Wayne. Le film est réputé pour être introspectif et peut-être personnel, reflétant la vie et la carrière de Wayne à travers le rôle d'un gunfighter mourant. En guise d'adieu à Wayne, The Shootist résume sa stature légendaire dans le genre qu'il a contribué à développer et a été largement bien accueilli. La santé de John Wayne s'est considérablement détériorée à la fin des années 1966 en raison de son combat contre le cancer. Il est décédé le 11 juin 1979. Wayne a continué à faire des apparitions publiques et à participer à des interviews jusqu'à la fin de sa vie, même si sa santé se détériorait. Tout au long de sa carrière cinématographique de plus de 50 ans, Wayne était connu pour ses rôles emblématiques et ses grandes réalisations. Sa vaste filmographie et son influence durable sur Hollywood garantissent que son héritage perdurera longtemps après sa mort. Son travail, en particulier dans les westerns, a fait de lui une légende culturelle. La famille aisée de Clint Eastwood lui a permis de vivre une enfance privilégiée en Californie. Il est possible qu'il ait abandonné l'école avant d'obtenir son diplôme en raison de son attitude négligente à l'égard de l'éducation, qu'il a manifesté dès sa naissance en 1930. À l'adolescence, il a exercé des métiers bizarres tels que livreur de journaux, maître nageur et caddie de golf. Eastwood a servi à Fort Ord, en Californie, pendant la guerre de Corée, après s'être engagé à l'âge de 21 ans. Il y a vécu une aventure passionnante lorsque, après que leur avion soit tombé à l'eau par manque de carburant, lui et un autre pilote ont nagé sur 3 kilomètres pour atterrir. Et Fort Ord, Eastwood est repéré par le réalisateur Arthur Lubin, qui lui fait passer une audition à la Universal International Film Company.
De petits rôles dans des films à petit budget et des épisodes télévisés ont permis à Clint Eastwood de débuter dans l'industrie. Clint Eastwood s'est fait remarquer en 1958 dans l'émission télévisée à succès Rawhide, où il jouait le rôle de Rowdy Yates. Pendant la durée de la série, de 1959 à 1965, Eastwood est devenu célèbre pour son interprétation du sympathique personnage de Rowdy. Lorsque l'occasion de jouer dans un nouveau type de western s'est présentée, Eastwood a sauté sur l'occasion, estimant que son rôle dans le précédent était trop limité. C'est dans les Western Spaghetti de Sergio Leone, en jouant le rôle du type anonyme, qu'Eastwood s'est fait connaître. Il a joué ce rôle dans For a Few Money More et The Good, The Bad and The Ugly, en commençant avec une poignée d'argent. Les États-Unis n'ont reçu ces films qu'en 1967, après leur première distribution en Europe. Bien que ces films aient été rejetés par les critiques à l'époque, ils sont aujourd'hui considérés comme des chefs-d'œuvre intemporels. De nombreux critiques estimaient qu'ils s'écartaient trop des westerns standards qu'ils couvraient habituellement. Le western Hang 'em High de 1968, dans lequel Eastwood a joué, a été acclamé par la critique. Il a ensuite joué dans une série de films non-western à succès, Don't Where Eagles Dare et Coogan's Bluff. Des rôles emblématiques dans des films tels que Dirty Harry, Thunderbolt, Lightfoot et The Outlaw Josie Wales ont propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets. Il a ensuite participé à 4 autres films de la série Dirty Harry, ainsi qu'à plusieurs autres genres. En 1992, Eastwood franchit une étape importante avec Unforgiven, un film qui reçoit 9 nominations aux Oscars et en remporte 4, dont celle du meilleur réalisateur pour Eastwood. The Bridges of Madison County, dans lequel il partage l'affiche avec Meryl Streep en 1995, est un autre succès critique et vaut à Eastwood une autre nomination au titre de meilleur réalisateur, Mystic River. Le film d'Eastwood de 2003 a remporté 2 Oscars. Million Dollar Baby, son film de 2004, a remporté 4 Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Eastwood a remporté 2 Oscars du meilleur réalisateur, ce qui fait de lui le premier et le seul cinéaste à l'avoir fait. Et il avait 74 ans lorsqu'il l'a fait. Rivalité. Malgré le fait qu'ils étaient tous deux de célèbres acteurs hollywoodiens souvent associés aux westerns, ils n'ont jamais collaboré. La plupart des gens pensent que John Wayne considérait Eastwood comme un danger. Les rôles plus conventionnels de Wayne ont été radicalement modifiés par la célébrité croissante d'Eastwood et par l'évolution du genre des westerns, en particulier avec l'introduction des western spaghetti. En fait, Eastwood s'est fait un nom en jouant Dirty Harry, un rôle que Wayne a refusé. Pendant un certain temps, John Wayne a semblé avoir du mal à suivre les modes changeantes d'Hollywood. En développant McHugh et Brannigan, il espère rivaliser avec les rôles lucratifs de Clint Eastwood, mais ils échouent lamentablement. Cela révèle peut-être la jalousie de Wayne à l'égard du jeune acteur. Un rôle dans le film de Clint Eastwood High Plains Drifter, 1973, a été proposé à John Wayne par lettre. Wayne a refusé parce qu'il estimait que le film donnait une image négative de l'Ouest américain. Wayne et un autre réalisateur, Don Siegel, auraient travaillé sur d'autres projets de western à la même époque, ce qui a conduit Clint Eastwood à soupçonner que c'était peut-être la raison du refus de Wayne. Selon Wayne, les réalisateurs de High Plains Drifter avaient l'intention de dénigrer l'Ouest américain dans leurs films. Même dans un autre film de 1973, The Hostiles, que Clint produisait avec Larry Cohen, il pensait qu'il serait judicieux d'y faire jouer Wayne. Mais une fois de plus, Wayne ne fournit aucune explication à son refus. Pour tenter de faire réfléchir Wayne, Clint a même essayé de changer de studio, mais en vain. Wayne, quant à lui, s'en prend à la filmographie d'Eastwood dans sa réponse. Quel que soit leur désaccord, John Wayne sait que Clint Eastwood va quelque part et qu'il sera bientôt célèbre. Wayne n'avait pas l'intention d'envoyer des vœux de bonheur à la jeune star. Après la mort de Wayne en 1969, Eastwood a connu un certain succès, mais il n'a jamais été aussi influent que Wayne. Les convictions controversées de John Wayne, un conservateur politique, justifiaient notamment l'achat de territoires amérindiens au 19e siècle. Républicain convaincu, il soutenait des personnes ayant des positions tranchées sur de nombreux sujets. Clint Eastwood, quant à lui,
était plus ambivalent sur le plan politique, ayant soutenu des candidats aux élections tant du côté républicain que du côté démocrate. Clint Eastwood a tiré une grande satisfaction de son mandat de maire de Carmel, en Californie, qui a duré de 1986 à 1988. Clint Eastwood et John Wayne étaient déjà des rivaux acharnés, mais Wayne s'opposait également à la représentation du vieil Ouest donnée par Eastwood. Alors que l'étoile d'Eastwood commence à monter, Wayne montre des signes de jalousie et de ressentiment. Malgré leurs désaccords, Clint Eastwood a mené une carrière exceptionnelle pendant plus d'un demi-siècle. Il a remporté 5 Oscars, a joué dans des dizaines de films en tant que réalisateur ou acteur et a lancé sa propre entreprise de production. Il s'est surtout consacré à la production de films par l'intermédiaire de sa société, Malpaso. Le réalisateur Spike Lee n'est qu'une des nombreuses personnalités avec lesquelles Clint Eastwood s'est brouillé en raison de ses idées bien arrêtées. Son franc-parler et sa force de caractère l'ont souvent propulsé sous les feux de la rampe, où il a reçu à la fois des louanges et des critiques. Les films Lettres d'Iwo Jima et Drapeau de nos pères, tous deux réalisés par Clint Eastwood, ont été critiqués par Spike Lee, qui n'était pas satisfait de la représentation des diverses ethnies dans les deux films. Selon lui, ces films déforment l'histoire. Après que Spike Lee a exprimé sa désapprobation, Clint Eastwood lui a demandé de se taire. Spike Lee semble avoir accepté l'événement et est allé de l'avant, se réconciliant même avec Eastwood à la fin. Michael Moore et Clint Eastwood se sont également disputés publiquement. Selon Moore, American Sniper glorifiait les tireurs d'élite, ce qui le blessait personnellement puisque l'un d'entre eux avait tué son grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale. De nombreux spectateurs n'ont pas partagé la position de Moore, car American Sniper a été un succès commercial malgré ses critiques. Un événement organisé par le National Board of Review a été le point de bascule dans la querelle entre Moore et Eastwood. Selon une légende urbaine, Clint Eastwood aurait menacé de tirer une balle dans la tête de Michael Moore si ce dernier se présentait chez lui pour une interview. Eastwood aurait gardé son sérieux malgré les premiers rires du public. Il a par la suite rejeté la réalité de cet événement. Selon certaines informations, Michael Moore a été déconcerté par l'incident et s'est depuis abstenu de défier publiquement Clint Eastwood. Une autre personne qui a vraiment méprisé Clint Eastwood est Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers. Flea a exprimé sa colère sur les médias sociaux après avoir été profondément blessé par les remarques raciales inappropriées de Clint Eastwood. Selon M. Eastwood, l'industrie du divertissement a souffert de l'évolution des opinions raciales et il s'est élevé contre le politiquement correct. Selon Flea, les remarques de Clint Eastwood ont entravé le progrès intellectuel de l'humanité. Eastwood est resté silencieux sur la question des critiques publiques de Flea, refusant de discuter ou de répondre aux déclarations. Sandra Locke avait une dent contre Clint Eastwood pour des raisons à la fois personnelles et fondées. Pendant plus de 10 ans, Clint et elle ont entretenu une relation personnelle et professionnelle, en plus de leur relation amoureuse. Ils ont commencé à se fréquenter en 1976 sur le tournage du film The Saga, Outlaw Josie Wales et ont ensuite cohabité et joué dans 5 autres films ensemble. Mais les choses se sont tendues entre eux lorsque Sandra a voulu jouer dans d'autres films que ceux d'Eastwood. Sandra a déclaré que la situation avait commencé à se détériorer après qu'elle eut exprimé son intention de poursuivre d'autres opportunités de carrière. Elle a déclaré que Clint l'avait exclu de la maison qu'il partageait et avait discrédité son premier film, Rat Boy, réalisé en 1946, en raison de ses nouveaux intérêts créatifs, affirmant que Sandra n'était qu'une colocataire occasionnelle. Clint aurait minimisé leur lien. Sandra et Clint se sont mis d'accord à l'amiable lorsqu'elle a tenté de le poursuivre pour obtenir une pension alimentaire. Le règlement comprenait la promesse de Clint d'obtenir pour Sandra un contrat de réalisation avec Warner Bros. Malheureusement, les scénarios de Sandra ont toujours été refusés et il est devenu évident que l'accord de production n'était pas réel. Une fois de plus, ils s'arrangent à l'amiable lorsque Sandra intente un procès à Clint, cette fois pour escroquerie. Sandra Locke en a voulu à Clint Eastwood jusqu'à sa mort et regrettait de ne pas avoir passé plus de temps avec lui. Plusieurs autres artistes connus ont eu des relations tendues avec Clint Eastwood.
sur les plateaux de tournage de Sully et J. Edgar. Par exemple, Leonardo DiCaprio et Tom Hanks ont tous deux vécu des expériences désagréables sous la direction de Clint Eastwood. Les deux acteurs ont évoqué les difficultés qu'ils ont rencontrées pendant le tournage, malgré les critiques positives dont le film a fait l'objet. Clint Eastwood est connu pour ses personnages de cowboys dans les westerns. Il est donc naturel que Tom Hanks dise qu'il est comme un cowboy avec ses acteurs. Mais Tom Hanks n'essayait pas d'être élogieux lorsqu'il a fait cette analogie. Les regards de Clint Eastwood indiquent que Clint n'était pas satisfait de la performance de Tom Hanks, ce qui a rendu Tom anxieux tout au long de la production de Sully, comme l'a dit Tom Hanks. De plus, Hanks a déclaré que Chesley Sully Sullenberger, l'inspirateur du film dans la vie réelle, était présent sur le plateau en tant que consultant. Sully et Clint entretenaient déjà des relations tendues en raison de leurs fréquents désaccords sur des décisions esthétiques. Par exemple, à une occasion, Sully a réprimandé Clint parce qu'il était en retard de plus de 20 minutes sur un tournage. Bien que Clint soit connu pour être rude sur le plateau, il respectait et vénérait ceux qui étaient vraiment difficiles, comme Sully. Lors de sa collaboration avec Clint Eastwood sur J. Edgar, Leonardo DiCaprio a été confronté à des difficultés similaires. Même si J. Edgar Hoover n'était pas consultant sur le film, Leonardo DiCaprio l'a trouvé difficile. Le fait que Leonardo DiCaprio ait choisi de ne pas collaborer à nouveau avec Clint lorsqu'il était censé réaliser Richard Jewell montre à quel point son malaise sur le plateau a perduré. Dans les années 1970, certains commentateurs ont vu dans le jeune Clint Eastwood une star potentielle du western. Certains ont même vu en lui un jeune John Wayne. Même si Clint aurait pu le prendre comme un compliment, John Wayne n'était pas content. En 1975, Clint sort High Plains Drifter, son premier western réalisé par lui-même, qui est un peu plus sombre que ses films habituels. Même Clint, dans sa position de protagoniste de la série, avait des zones d'ombre sur le plan éthique. John Wayne a tellement critiqué le film qu'il a même envoyé à Clint une lettre, furieuse dans laquelle il expliquait qu'il donnait une image corrompue de l'Ouest. Bien que Clint ait pris la critique de Wayne en considération, il a estimé qu'elle témoignait d'un fossé générationnel. Clint a utilisé le genre pour examiner des sujets plus universels, contrairement au film de Wayne, qui honorait les pionniers de l'Ouest. Margaret Johnson a été la première partenaire amoureuse significative de Clint Eastwood dans sa vie privée. Ils se sont rencontrés lors d'un rendez-vous arrangé par des connaissances communes au cours de l'été 1953. Margaret était alors secrétaire, tandis que Clint travaillait à son rêve de devenir un acteur de renom. Ils se sont mariés en 1953, mais en 1984, ils avaient déjà décidé de se séparer. Clint et Margaret ont été mariés pendant 30 ans, et bien qu'ils aient eu 2 enfants, Allison et Kyle, Clint n'a pas toujours été fidèle à Margaret. Plusieurs rencontres extraconjugales impliquant Clint Eastwood ont eu lieu pendant son mariage avec Margaret Johnson. Ils auraient eu un mariage ouvert jusqu'à ce qu'ils divorcent en 1984 après une séparation officielle en 1978. Bien que toutes les allégations n'aient pas été prouvées, les aventures extraconjugales de Clint ont été largement médiatisées. L'idée selon laquelle Clint aurait eu une liaison avec l'actrice Jane Mansfield en 1954, alors qu'il débutait comme acteur, est un mythe digne d'intérêt mais non prouvé. Ces allégations ont circulé, mais aucune preuve n'a été trouvée pour les étayer. Le scandale entre Clint et l'actrice Mervyn Dorn, en revanche, est davantage étayé. Leur amitié sur le plateau s'est transformée en une relation sexuelle qui a duré jusqu'en 1973. Leur fille Kimber est née en 1964. À la fin des années 1950, Clint a eu des relations avec Roxanne Tunis, une danseuse, et Anita Lest, une nageuse professionnelle. Margaret est toujours l'épouse de Clint à cette époque. Bien qu'enceinte, Anita Lest choisit d'interrompre sa grossesse. Clint a eu une relation amoureuse avec la chanteuse de jazz Kay Smith au début des années 60. Bien que leur relation ait été de courte durée, elle est révélatrice de l'habitude qu'avait Clint d'avoir des liaisons extraconjugales à l'époque. Autre chose, Marlon Brando était marié à l'actrice Jill Banner, qui a eu une liaison avec Clint de 1964 à 1965. Jill, qui avait 35 ans lorsqu'elle est malheureusement décédée, était célèbre pour sa prestation dans Spider Baby.
Aucune preuve ne vient étayer les rumeurs selon lesquelles l'actrice française Catherine Deneuve aurait eu une liaison avec Clint vers 1966. L'actrice Inger Stevens, avec qui Clint a eu une relation amoureuse dans Hang 'em High en 1967, était l'objet d'une autre relation. Pendant près d'1 an, ils ont persisté dans leur relation. Le film Paint Your Wagon, sorti en 1969, a également été le théâtre de la courte romance de Clint avec l'actrice Jane Seberg. Leur travail commun sur le film, qui mettait en valeur les talents musicaux de Clint et renforçait sa popularité à l'époque, a débouché sur leur idylle. Tout au long de sa carrière, Clint Eastwood a entretenu un large éventail de relations extra-conjugales. Parmi les partenaires amoureuses célèbres de Clint lors du tournage de Two Mules for Sister Sarah en 1970, on trouve Gail Green. Commencé peu après leur rencontre en 1969, leur idylle s'est poursuivie jusqu'à cette même année. Le lien avec Joanne Harris a également été important. La liaison entre Clint et Harris a commencé en 1970, pendant le tournage de The Beguiled, et a duré jusqu'en 1972. Parmi ces liaisons de l'époque, c'est celle qui a duré le plus longtemps. En 1971, Clint a eu une brève liaison avec le mannequin français Kath Regan. L'enchevêtrement des relations de Clint au début des années 1970 est encore compliqué par sa romance avec Roxanne Tunis. La situation de Sandra Locke est particulièrement remarquable. Ils ont vécu une histoire d'amour difficile qui a commencé en 1975 sur le plateau de tournage de Josie Wales, La Hors-la-Loi, et qui s'est poursuivie jusqu'en 1989. Leur relation a été marquée par d'importants conflits juridiques et personnels. Plusieurs procès ont eu lieu lorsque Sandra a accusé Clint de l'avoir forcé à subir 2 avortements et de l'avoir ensuite quitté. La relation amoureuse entre Sandra et Clint a persisté pendant longtemps malgré ces problèmes. Après sa romance avec Sandra Locke, Clint a fréquenté l'actrice et analyste de scénario Megan Rose. De 1983 à 1987, ils ont été ensemble et Clint a utilisé le scénario de Megan pour son film Unforgiven en 1992. Toujours en 1983, Clint a eu une liaison avec l'actrice Jamie Rose. Après sa séparation d'avec Sandra Locke, il a enchaîné les aventures, dont celle-ci. Une autre personne importante dans la vie de Clint est Jacqueline Reeves. Ils ont commencé à se fréquenter en 1984 et ont eu pour enfants Scott et Catherine. Clint a eu une courte liaison avec l'actrice Sonia Braga en 1989, alors qu'il était fiancé à Alyssa Carvalho. La même année, la rumeur de sa liaison avec le mannequin Barbara Minty porte à 4 le nombre de ses romances à cette époque. En 1989, Clint a fréquenté l'actrice de télévision Jane Cameron ainsi que Sandra Locke. Frances Fisher, rencontrée sur le tournage de Pink Cadillac, est l'une des femmes qu'il a longtemps fréquentées. Le caractère public de Clint Eastwood et ses expériences de vie ont été façonnés par ses vies personnelles et professionnelles, qui se reflètent dans ses relations et ses aventures. Clint Eastwood a commencé à fréquenter sérieusement Frances Fisher en 1990. Ils ont divorcé en 1995 après avoir eu une fille, Francesca. En 1993, alors que Clint sortait encore avec Frances Fisher, il a commencé à fréquenter la beaucoup plus jeune Dina Ruiz. Morgan est né la même année que leur union. En 1996, ils sont restés mariés pendant longtemps. Mais en 2013, ils ont demandé le divorce. De 2012 à 2014, date de la fin de son second mariage. Clint a fréquenté la photographe Erica Tomlinson Pfizer. À la fin de cette relation, le dernier engagement romantique connu de Clint a été avec Christina Sanders, une hôtesse californienne de Carmel by the Sea. Bien qu'elle soit de plus de 30 ans la cadette de Clint, Christina était beaucoup plus jeune. Le style exigeant de Clint Eastwood est caractéristique de son travail de cinéaste. En raison de sa préférence pour les films rapides, il exige souvent de ses interprètes qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dès le premier essai. Certains interprètes ont souffert de la tension causée par cette approche stricte. L'acteur Matt Damon, qui a joué un rôle essentiel dans Invictus, le film de Clint Eastwood sorti en 2009, a exprimé des difficultés avec le processus. Morgan Freeman représentait Nelson Mandela, tandis que Matt Damon était le capitaine de rugby sud-africain François Pienaar. Damon a été nommé dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle aux Oscars.
bien qu'il ait eu du mal à parfaire l'accent sud-africain nécessaire à son rôle. L'une des raisons pour lesquelles Clint est considéré comme un excellent réalisateur est son obsession rigoureuse pour la perfection et l'utilisation de plusieurs prises. En ce qui concerne la vie privée de Wayne, il a épousé Josephine Sayens le 4 juin 1933 pour son premier mariage. Malgré les premiers problèmes de Wayne à Hollywood, Sayens, issu d'une famille réputée de Los Angeles, l'a soutenu. Michael, Tony, Patrick et Marissa sont les 4 enfants issus de leur mariage. Leur mariage, qui a duré longtemps, a connu des tensions en raison de la profession très prenante de Wayne et de ses fréquentes absences. Le divorce a été prononcé en 1965 après la séparation du couple en 1964. À la mort de Sayens en 2003, ils ont continué à entretenir une relation amicale malgré le divorce. Wayne s'est marié avec l'actrice mexicaine Esperanza Bauer en 1952. Ils se marient le 3 novembre 1952, mais leur mariage est instable et de courte durée. Et ils divorcent en 1954. Issa était leur unique enfant, et Wayne était principalement chargé de l'élever seul. Après leur séparation, Bauer a connu de nombreux problèmes dans sa vie personnelle, notamment en ce qui concerne sa santé mentale et son travail. Le 17 décembre 1953, Wayne épouse pour la 3e fois Pilar Pellet, mannequin et actrice mexicaine. Issa, Marissa et Ethan sont les 3 enfants issus de leur mariage. Bien que plus stable que ses autres mariages, celui-ci a néanmoins eu son lot de problèmes, comme l'emploi du temps chargé de Wayne et ses fréquents déplacements. Ils ont divorcé officiellement en 1978 après avoir été légalement mariés pendant un certain temps, mais s'être séparés en 1973. La vie privée de Wayne a également été marquée par de multiples relations extra-conjugales. Parmi ses maîtresses présumées les plus célèbres figurent Jane Mansfield et Marlene Dietrich, avec lesquelles il aurait eu une liaison dans les années 1950. Des rumeurs ont fait état d'une relation plus profonde entre lui et Maureen O'Hara, mais leur relation était strictement platonique. Wayne est décédé le 11 juin 1979, après une longue bataille contre des problèmes de santé, notamment un cancer du poumon. À partir du début des années 1960, il lutte contre une tumeur maligne qui l'empêche de travailler. Sa santé a continué à se détériorer même après l'ablation chirurgicale de la tumeur maligne, ce qui a assombri les dernières années de sa vie. La vie privée compliquée de Wayne reflétait sa présence plus grande que nature à l'écran. Elle était caractérisée par des mariages répétés, une pléthore de relations et de graves problèmes de santé. Son héritage comprend à la fois ses réalisations professionnelles et ses tribulations personnelles. Et Wayne a continué à être une figure majeure de la société américaine malgré les scandales et les difficultés. Les 2 artistes n'ont jamais collaboré. Mais après avoir vu High Plains Drifter, le 2e long-métrage de Clint Eastwood en tant que réalisateur. En 1973, Wayne et Eastwood ont eu une altercation légendaire à propos de leurs opinions respectives sur les westerns. Wayne détestait le film parce qu'il salissait l'image noble que lui et d'autres cinéastes de son époque avaient essayé d'établir en dépeignant l'Ouest sous un jour violent et corrompu. Il s'offusque de la façon dont le film dépeint le vieil Ouest et ses pionniers et envoie une lettre furieuse au réalisateur Clint Eastwood à ce sujet. Selon Wayne, les films réalisés par Eastwood manquent de clarté morale et sont donc cyniques et déloyaux. Malgré son apparente admiration pour Wayne, Eastwood pensait apparemment que la représentation de l'Ouest par Duke était périmée. Bien qu'il connaisse le point de vue de Wayne, il estime que sa propre interprétation du genre transmet une compréhension plus nuancée et plus contemporaine de la nature humaine et de l'histoire. Pour Eastwood, le western est un genre dynamique qui offre de nouvelles possibilités d'examiner des émotions humaines complexes et des sujets plus sombres. Leurs désaccords idéologiques reflètent un changement plus important à Hollywood. Des westerns tels que The Wild Bunch, 1969, et Unforgiven, 1992, offraient des représentations plus sombres et plus nuancées de la violence et de la justice, s'éloignant ainsi des films précédents, plus ouvertement moraux. Eastwood représentait la nouvelle génération de cinéastes qui remettaient en question l'idée d'héroïsme, tandis que Wayne, représentant la vieille garde, incarnait une époque où les héros étaient clairement définis. Bien que leur querelle n'ait jamais atteint ce niveau,
Elle reflète un changement plus large dans le cinéma américain et dans la façon dont le genre du western est perçu, même s'ils n'ont jamais eu l'occasion de travailler ensemble ou même de régler leurs différends. La mort de Wayne en 1969 a laissé un héritage durable qui définit le héros classique de l'Ouest. Après s'être imposé comme l'un des principaux réalisateurs d'Hollywood, Eastwood a tourné des films qui exploraient les aspects plus nuancés et plus sombres de la nature humaine, étendant ainsi sa renommée au-delà du genre du western. Que pensez-vous de la relation entre John Wayne et Clint Eastwood? Laissez-nous votre avis sous la vidéo. Merci d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Nous nous reverrons dans le prochain contenu intéressant.